Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. On se retrouve pour le Face à Pire. Et aujourd'hui, quelqu'un que si vous êtes un assidu de la chaîne, vous connaissez, qui est Laurent Izard. Nous l'avions reçu pour ses écrits économiques parus aux courageuses éditions de Toucan l'Artilleur. Et là, nous le recevons sur ce que j'appellerais un beau livre. Comme cette vidéo va être l'une de celles qui va sortir avant l'été, là, je vous en voudrais beaucoup si vous ne regardiez pas cet ouvrage pour les longues journées ensoleillées. C'est ce qu'on appellerait un beau livre. C'est-à-dire, si vous avez pour les enfants, les adolescents, et surtout pour les gens, pour les flâneurs. Je trouve que c'est le parfait ouvrage. Ça s'appelle « 365 raisons d'aimer la France et les Français ». Donc, une par jour, l'astuce, vous l'aviez deviné. Ça me permet au passage de vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, un autre travail éditorial qui est celui des éditions Via Romana, donc qui est une maison d'édition plutôt de tendance catholique, et qui fait un excellent boulot de publication. Il y a eu plusieurs auteurs que j'apprécie qui ont été publiés dans cette grande maison. Je vous recommande d'aller y faire un petit tour. Laurent Izard, bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous fait pour trouver 365 raisons d'aimer la France et les Français, là où Emmanuel Macron n'arrive pas à en trouver une seule? Effectivement, oui. Il faut chercher un petit peu quand même pour arriver à trouver un événement par jour, voilà, à date anniversaire. Mais en fait, on y arrive assez facilement parce que la France est très riche de très très belles choses, des réalisations historiques, mais pas seulement, des inventeurs, des grands hommes. La France a toujours été à la pointe du progrès aussi en matière intellectuelle, en matière d'idées, en matière des droits de l'homme. Et j'ai voulu mettre un peu tout ce patrimoine français à l'honneur, vous voyez, dans un petit livre qui peut s'adresser aux jeunes notamment, pour lesquels la transmission des savoirs n'a rien d'évident aujourd'hui. C'est justement moi, par exemple, c'est un des points qui m'a beaucoup séduit dans cet ouvrage, et qui a une part belle au génie français, donc il y a une part belle aux inventeurs, aux penseurs, etc. Et ça, parce que je trouve qu'on ne rend pas assez hommage comment dire, aux scientifiques et au patrimoine scientifique français, qui est gigantesque. Hein. Mon ami Jean-Cyril Godefroy avait publié une encyclopédie des scientifiques français qui est un petit bijou de littérature. Et ce qui est drôle, c'est que vous le racontez par des genres de scénettes. Enfin, c'est des écrits relativement courts qui sont vraiment quelque chose dont on peut se servir de calendrier. Je trouve vraiment que c'est un très bel ouvrage. Puis surtout, c'est un ouvrage extrêmement positif parce que, bon, dans une actualité assez grise, mais vous savez, il y a une phrase de Belmondo à toute fin de sa vie qui me hante un peu. C'est l'un des derniers interviews qu'il donne, et il dit « Cette France si joyeuse que j'ai connue ». Et si vous voulez, c'est pas rien comme phrase. Or, si vous voulez, comment... Parce que je rappelle que vous êtes vous-même un scientifique, un universitaire, économiste. Comment vous analysez cette problématique de la d'abord perte de soi, ensuite dégoût de soi, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a une francophobie qui sort par les pores de la peau. Quelques jours avant que nous enregistrons cet entretien, quelqu'un qui a fait toute sa carrière avec des films payés par le contribuable français, à la fois sur ces tickets de cinéma et sur le Centre national de cinématographie, qui est monsieur
Mathieu Kassovitz, pardon, le lapsus ô combien révélateur, a traité les Français de fin de race. Je vous le dis sincèrement, il y a dans beaucoup de pays où j'ai travaillé ou certains où j'ai vécu, il aurait eu des ennuis aussitôt la phrase finie. Or ici, ça passe. Ici, tout passe. Mais vous l'analysez comment? Ça fait un petit peu écho à la phrase d'Emmanuel Macron qui disait qu'il n'y a pas de culture française. Oui. Oui, alors, comment j'analyse ça? Ben, écoutez, déjà, moi, je suis tout à fait nostalgique d'une époque, pas si ancienne, où la France était un peu le phare du monde, à la fois sur les idées, mais aussi d'un point de vue technique, industriel. Vous savez, dans les années 60, il y avait le Concorde, il y avait le France, et puis un peu plus tard, le TGV. Et puis, on a été les premiers à mettre en place, beaucoup l'ont oublié, des petits ordinateurs, ça s'appelait Minitel. Alors, c'était trois fois rien, mais on a été le premier pays à développer dans les foyers des terminaux informatiques, vous voyez. Donc, voilà, il y a eu une France qui était une France un peu fière d'elle, dans le bon sens du terme. Une France un petit peu conquérante aussi, et qui était admirée, qui était un peu voilà, le pays qui éclaire le monde pour beaucoup de choses, et pas seulement pour la mode ou la littérature ou le droit, si vous voulez. Et puis, ben, ce qu'on est obligé de constater aujourd'hui, c'est que voilà, on a une France à l'envers de cette France-là. Aujourd'hui, il y a une bien mauvaise habitude que vous avez pu constater et qui apparaît dans les manuels d'histoire, chez nos hommes politiques et dans les médias, qui consiste à dénigrer la France. Alors, dénigrer la France, ça veut dire dire beaucoup de mal de son passé historique, mais c'est aussi dénigrer les grands hommes que la France a pu faire émerger. Alors, on en dit du mal sur beaucoup de raisons, sans tenir compte du contexte historique de l'époque. On dit du mal de Victor Hugo, on dit du mal de Louis Pasteur, on dit du mal de Colbert, on dit du mal de Lyautey. Vous voyez, toutes ces personnes qui constituent un peu des repères un peu pour l'histoire de France. Alors ça, c'est quelque chose de très grave. Et je pense que cette mauvaise habitude dont je parlais, d'une certaine façon, elle a, pour certains en tout cas, des visées politiques, si vous voulez. L'idée, c'est, ben voilà, si la France n'est pas aussi belle qu'elle le prétend, ben c'est qu'il y a des raisons, et il faut, dans ce contexte, un petit peu revisiter le passé, et puis à terme, diluer la France dans un ensemble plus vaste, qui peut être l'Europe, qui peut être la mondialisation, voilà. Et je trouve ça vraiment consternant, si vous voulez. Alors après, il faut bien reconnaître une chose, c'est que quand on regarde un petit peu le passé industriel de la France, ses inventions, vous voyez, elle a contribué à beaucoup de choses au niveau mondial. Mais là où on n'a pas été très bon, en réalité, c'est sur justement l'industrialisation des découvertes, si vous voulez. Ben, je vous prends un exemple ou deux. Qui aujourd'hui se souvient de monsieur Nicolas Appert, vous voyez, qui est l'inventeur de la boîte de conserve? Voilà. Alors lui, il n'a pas voulu déposer de brevet parce qu'il voulait que son invention profite à l'humanité tout entière. Vous voyez. Et puis, quelques années après, ce sont des Anglais qui ont déposé le brevet. Vous voyez. Voilà. Qui se souvient en réalité de tous les inventeurs qui ont pu notamment contribuer à tout ce qui concerne la transmission sans fil, l'enregistrement des voix, et puis évidemment tout ce qui est l'aviation, vous voyez, l'automobile, le vélo. Voilà, en ce moment, là, alors que nous enregistrons cette émission, il y a le sommet mondial sur la mer. Est-ce que vous savez que ce sont des Français qui ont contribué le plus à la création du sonar, les sons de pitot, le radar, le bathyscaphe, vous voyez, et puis les scaphandres autonomes, scaphandres gagnants qui ont permis de sortir un peu, vous voyez, de la vision de Tintin, vous voyez, voilà, le secret de la licorne, on pompait, puis on était reliés par un câble. Voilà, le scaphandre autonome, c'est une invention fantastique. Tout ça, c'est français, si vous voulez. Et le drame, c'est qu'on ne le dit pas assez. Et aujourd'hui, on est persuadé que la France est complètement dépassée. On le dit de tous les côtés, alors que c'est pas vrai. Alors qu'il y a ne serait-ce que 2 mois, l'Occident prend une grosse baffe parce que le soleil artificiel chinois, je n'oublierai jamais quelqu'un que vous avez certainement connu,
qui est quelqu'un qui est assez cher à mon cœur, qui était Jean-Luc Gréau, bon, maintenant un homme d'un âge vénérable, et qui avait été, lui, théoriquement économiste au MEDEF. Il avait fait un débat à l'université socialiste avec François Hollande. Et François Hollande, pas encore président, vu que M. Strauss-Kahn n'avait pas encore glissé dans le tapis, lui avait dit, vous savez, l'avantage de la mondialisation, c'est qu'au moins l'Asie va faire du textile, mais nous, on a encore la nouvelle technologie. Et Jean-Luc Gréau lui dit, vous êtes un homme de gauche, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est la seule forme de racisme autorisé. Aujourd'hui, la Chine a fait un soleil artificiel. Quel est le seul pays qui, 10 jours plus tard, l'a égalé en Occident? La France. Les autres Occidentaux n'ont pas les moyens. Au moment où nous parlons, c'est la vérité prix. Or, si vous voulez, et là, et vous soulevez un point passionnant. Nous, on ne sait pas défendre ce qu'on fait. En tant qu'économiste, alors, c'est quoi? C'est une tendance à vouloir vraiment, parce que ça, c'est très présent chez nous, le logiciel libre, tous ces trucs-là, c'est-à-dire d'avoir une méfiance. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que chez nous, le droit de propriété a été sanctuarisé par la Révolution, mais on a une méfiance sur le côté légèrement boutiquier qu'on prête aux anglo-saxons, parce qu'eux, ils ont une vision du droit de propriété qui est encore plus absolue que la nôtre. Mais c'est quoi? C'est une sorte de générosité qui se retourne contre nous, c'est qu'on on veut pas se formaliser avec ce type de paperasse. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas vendre, nous les Français? Il y a beaucoup de raisons. Je crois d'abord qu'il y a eu quand même des erreurs politiques extrêmement importantes. Vous évoquiez le nucléaire. Les centrales nucléaires, nouvelle génération, on était en tête, en France, dans les années 80 encore. Oui, c'est bien. Les projets qui ont été abandonnés et qui aujourd'hui sont repris avec une technologie identique par nos amis américains et qui les vendent aux pays de l'Est actuellement. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Phoenix pour Voilà, exactement. Merci Dominique Bonnet. Oui. Voilà. Et merci Dominique Bonnet, absolument. Alors, il y a ça, et puis je crois qu'il y a un élément qui est aussi extrêmement important, c'est que on a cru dans les années 90, 2000, effectivement, que la France n'était pas fait pour vendre des produits. C'était pas notre avenir, si vous voulez. Tout le monde était d'accord sur ce point, en réalité. Les économistes étaient d'accord. Les hommes politiques étaient d'accord. Laurent, les mêmes à l'époque disaient que la France, que c'était les fameuses sociétés sans usine. Bon, donc on ne produit pas, on ne vend pas. On était censé faire quoi, nous, en fait? On était censé miser sur deux choses, à mon avis. D'abord, sur notre potentiel de recherche, d'innovation, qui ferait que, par un miracle incroyable, on serait toujours en tête sur un certain nombre de choses. Voilà. Et puis, Sans cash? Pardon? Sans cash? Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, mais le problème, c'est que... parce que vendre des trucs, ça peut servir à avoir du cash. C'est pas anodin. Mais on avait une croyance dans le tertiaire, on avait une croyance dans les brevets, on avait une croyance, en fait, dans le génie français qui existe, mais qui doit pouvoir se vendre, qui doit pouvoir trouver, si vous voulez, des applications industrielles derrière, parce que c'est ça le but du jeu. Et puis, on a cru aussi, et c'est la deuxième erreur, qu'il y avait des secteurs en France qui étaient toujours protégés, où on serait toujours les meilleurs, quoi qu'il advienne. Par exemple le luxe, par exemple l'automobile, par exemple l'avion. Or, on voit que sur le luxe, on est concurrencé aujourd'hui par des entreprises chinoises qui sont en train de monter. Sur l'automobile, moi, je ne donne pas 10 ans avant que les Chinois ne débarquent chez nous. Ça a déjà un peu commencé avec BYD. Et puis, voilà. Alors, on a dit, par exemple, que les Chinois n'avaient pas de réseau, que c'était de la mauvaise qualité. C'est faux. Les Chinois, aujourd'hui, à faire... Une gamme très, très vite. Exactement. Une montée en gamme extrêmement rapide qui devient meilleure que les constructeurs français. Alors, pas de réseau de distribution. Oui, sauf qu'une entreprise chinoise, par exemple, comme Leapmotor, a passé un contrat avec Stellantis pour pouvoir diffuser en France les voitures chinoises. Donc voilà. Et puis sur les trains, par exemple, on a vu que les TGV chinois aujourd'hui égalaient, voire surpassaient les TGV français. Vous voyez. Et l'aviation,
Il y a une entreprise chinoise qui s'appelle Comac et qui vient de sortir un avion qui est 2 fois moins cher que les avions de ligne Airbus pour à peu près les mêmes caractéristiques. Donc vous voyez, cette croyance dans une espèce d'avance qui serait continue de la France, elle fait beaucoup de dégâts en réalité. Parce qu'il y a, si vous voulez, en économie, il y a une loi des reins. C'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, une entreprise qui ne dispose pas d'avantages concurrentiels, elle est vouée à disparaître. Or aujourd'hui, voilà, nos entreprises, elles perdent ces avantages les uns après les autres. C'est un vrai drame. Mais aujourd'hui, alors bon, la mondialisation heureuse a encore des adeptes. Oui. C'est-à-dire, on est peut-être l'un des derniers pays qui y croit. On est resté sur les schémas de Ricardo, quoi. Voilà, en gros. Oui, donc on va se prendre les i sur les godasses. Mais est-ce que pour vous, alors je dis pas, ce n'est malheureusement, les dégâts sont trop profonds, ce n'est pas effaçable. Mais est-ce que c'est rattrapable? Alors, moi, je suis un éternel optimiste. Je pense que oui. Mais c'est des raisons de souligner, le retard accumulé est aujourd'hui extrêmement important. La France a perdu la moitié de ses usines en 40 ans, voire un peu plus, la moitié de ses emplois industriels, elle a perdu en compétences. Bon, c'est quelque chose d'assez terrible quand même. Hein. Aujourd'hui, l'industrie, c'est que 10% du PIB, c'était 20% il y a encore 30-40 ans. Alors, est-ce que c'est rattrapable? Oui, mais ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nécessité. Face à l'absence, si vous voulez, d'avantages concurrentiels, on doit protéger nos entreprises, on doit protéger notre pays. Voilà. Si on ne fait pas ça, je pense que nous allons être mangés dans les 10-20 années à venir. Ça me paraît être une évidence. Ah oui, mais alors, il faut toujours vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Moi, à titre personnel, je soutiens les politiques protectionnistes depuis mes 20 ans d'activité. Donc ça ne me... Mais par contre, soyons clairs, il y a 3 types de grandes barrières qu'un pays peut avoir. Les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires et la barrière monétaire. Oui. Le reste, c'est psalmodier. Et psalmodier, ça n'arrête personne en économie. La ligne Maginot a été plus utile. Or, bon, les barrières tarifaires demandent des frontières. Des frontières, on a décidé, parce que c'est l'Europe, qu'on n'en aurait plus. La monnaie, c'est pareil. Et les barrières non tarifaires, la logique même du marché commun et la logique de ce que la Commission européenne appelle les poumons de ondes mondiaux, États-Unis, Chine, Europe, ce qui veut dire que, et c'est d'ailleurs ce qu'elle est en train de faire, toute personne qui a travaillé dans les institutions européennes, ce qui est mon cas, comprend très bien ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que l'Union européenne estime qu'elle a un rôle de protéger à la fois la vision qu'elle a des droits de l'homme, de la se mêler des affaires de tout le monde. Là, au moment où nous enregistrons, elle se mêle des affaires du Salvador, alors que jusqu'à preuve du contraire, le Salvador n'est pas un pays européen, et déjà, beaucoup de pays européens aimeraient que l'Europe se mêle moins de leurs affaires, mais également de maintenir le libre-échange coûte que coûte. Ce qui veut dire que plus les États-Unis vont prendre de la distance avec le libre-échange et plus la Chine se protégera, plus l'Europe ne se protégera pas. Or, si vous voulez, quand on est dans ce cadre-là, si vous voulez, quand on est dans ce cadre-là, moi j'ai une vision qui est assez raide pour avoir été en face, c'est on se soumet ou on se démet. Mais parce que je ne vois pas de position intermédiaire. Parce que comment voulez-vous... Et puis en plus, je le dis parce que je ne veux pas d'un protectionnisme qui cache un problème ethnique. Aujourd'hui, sur 3 emplois qui disparaissent en France pour être délocalisés, 1 va en Asie, dans les grandes lignes, 2 vont en Europe de l'Est. Donc, notre problème s'appelle la Pologne.
avant de s'appeler la Chine. Or, le problème, c'est à l'intérieur, c'est qu'est-ce qu'on fait du cadre, c'est qu'est-ce qu'on fait du cadre, et je vois pas ce qu'on peut inventer d'autre. Une chose qui me paraît très claire, et vous l'avez très bien dit, c'est que si on ne sort pas du cadre, on ne s'en tirera pas. Et du cadre juridique. Moi, je suis clairement pour le retour des frontières. Et il faut dire les choses. Voilà. Alors, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le chômage va exploser. Il y a des analystes aujourd'hui qui disent qu'effectivement, c'est en cours. Et déjà, on minimise complètement le chômage aujourd'hui, ça c'est clair. Voilà. Donc, on est devenu agrégé de trucage de chiffres. Voilà. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut remettre après la copie. Très clairement. On ne peut pas continuer avec une Europe ouverte comme elle est actuellement, c'est juste pas possible. Les accords de l'Organisation mondiale du commerce, les accords de l'OMC, c'est-à-dire le libre-échange juridiquement organisé, c'est mort aujourd'hui. Plus personne ne le respecte à part nous. Donc, c'est une position qui n'est pas tenable, si vous voulez. Et nous, au contraire, on est en train d'aller chercher de nouveaux accords de libre-échange, par exemple avec le Mercosur. Mais on est à contre-courant complètement. Voilà. Moi, je pense qu'on a en France et dans les pays qui nous entourent un marché suffisamment important, on a des ressources, on a un génie français qui existe encore, on a encore des centres de recherche qui sont hyper efficaces. Et je pense qu'on a une carte à jouer aujourd'hui, même si, effectivement, on a pris du retard. Mais si on ne recrée pas des frontières aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut rattraper le retard qu'on a accumulé. Et vous savez, moi, pourquoi je suis optimiste? Parce que je pense que, d'abord, on a des gens extraordinaires en France, si vous voulez. Regardez, moi je pense par exemple à cette femme qui a trouvé un moyen de séquentialiser et puis de découper le génome ADN humain. On va soigner des tas de maladies génétiques. Là, ce mois-ci, on a une équipe française en médecine qui a découvert un vaccin thérapeutique contre le cancer qui va révolutionner la science en la matière. Et puis si on sort du cadre médical, on a aussi beaucoup d'inventions purement françaises actuellement qui sont extraordinaires. Voilà, et notamment, il y a une jeune chercheuse, Emmanuelle Charpentier, qui a trouvé un moyen de recycler les terres rares. Vous voyez, par exemple, de non-poules électriques. Voilà. Ah oui, alors que les terres rares, vous savez, c'est le gros problème au niveau français et européen. On manque de. Alors, les terres, c'est pas des terres, hein, c'est des métaux rares en réalité. Voilà. C'est une gamme de métaux rares. Exactement, qui sont nécessaires pour beaucoup de choses, notamment l'informatique, pour les voitures. Voilà. Alors, jusqu'à présent, on ne savait pas recycler. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde s'apprêtait à se foutre la guerre pour cette question-là. Exactement. Et l'histoire de Trump avec le Groenland, c'est aussi pour ça. Voilà. C'est ça. Voilà, parce qu'il y en a là-bas. Les guerres des Grands Lacs, qui sont les guerres les plus meurtrières au moment où on parle, c'est ça, dans un silence de mort, mais c'est ça. Ça, plus les diamants, mais on reste quand même dans la gamme minerai jusqu'à preuve du contraire. Donc, et elle a trouvé, voilà. a trouvé ça. Ah ouais, alors on peut recycler 3-4 métaux rares qui se trouvent dans les ampoules électriques que vous utilisez, etc. C'est un brevet, pour le coup, breveté, hein, c'est un brevet français. Voilà, donc moi, je suis persuadé qu'on a de l'énergie, qu'on a un génie français qui existe encore, si vous voulez. Bon, il faut qu'on s'améliore, effectivement, sur les aspects industriels, commerciaux, pour pouvoir bénéficier économiquement de ces innovations. Parce que, si vous voulez, c'est très étonnant, parce qu'en plus, vous intervenez dans énormément d'écoles de commerce, etc. Ces gens qui ont été les ambassadeurs du management à l'américaine en France. De là à avoir créé une langue qui maintenant fait que vous n'avez pas un ingénieur à Centrale, pour l'avoir testé, qui parle correctement le français, qui est une espèce de franglais commercial absolument dégueulasse. Comment on est arrivé à singer les anglo-saxons sans jamais arriver à prendre la seule chose qu'il y avait à prendre, c'est-à-dire leur don du pied dans la porte. Et vous savez, nos ingénieurs... Et surtout nos commerciaux. On a des écoles de commerce plein de pays, on a des écoles de commerce plein de pays, qui enseignent des arts de vente américains, et nous n'arrivons même pas à réellement les utiliser. Alors on enseigne les arts de vente à l'américaine, mais attention, hein, avec une nuance quand même. Hein, c'est-à-dire que ce qui caractérise un peu nos écoles de commerce, c'est quand même le fait que
moi je vois aussi un petit peu de l'intérieur, hein, c'est le fait qu'on est quand même extrêmement respectueux à la fois des règles juridiques, de la normalisation, mais aussi de multiples règles éthiques, des règles écologiques qu'on met toujours en avant. Voyez, alors que dans beaucoup d'autres universités, à droite à gauche, on enseigne, mais à l'étranger, mais avec, on va dire, beaucoup moins de conviction, si vous voulez. Voilà. Et en tout cas, quand les diplômés sortent, ils oublient beaucoup plus vite que chez nous ce qu'ils ont peut-être entendu dans le cadre de leur formation. C'est intéressant, ce qui impliquerait, si je suis votre raisonnement, que nous, on a un autre problème qui, là, par contre, est du rapport société-entreprise, c'est qu'une part de nos grands et moyens groupes, et a priori les autres pays européens seraient touchés, sont devenus des machines normatives de l'être social. Plus que des entreprises dont le principal but est, pour l'industrie en tout cas, de faire du profit qui soutient l'innovation. C'est ce qui est déjà beaucoup. Oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, le profit n'est plus, je dirais, considéré comme une valeur nécessaire, importante. Et même, bon, l'idée de faire du profit en France, il y a un côté négatif, mauvais. Alors que vous traversez l'Atlantique, on vous dit que faire du profit, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Oui, voilà. Il y a ça. Alors, il y a cet aspect-là qui est ennuyeux. Et puis aussi, bon, chez nous, on a complètement intégrer l'idée qu'il fallait avoir une vision tout à fait sociale de l'économie, ce qui est en soi pas mal, mais à une condition, c'est qu'il ne faut pas donner la priorité sur le social, parce qu'avant de partager les richesses, avant de mettre en place une norme éthique, il faut produire. Et si effectivement un respect peut-être excessif d'un certain nombre de règles, de normes, nous conduit en réalité à voir disparaître nos groupes industriels, nos groupes financiers, etc., ben, on ne fera plus de social après, hein, voilà, c'est clair. Non, parce que si vous voulez, comme vous le savez, Laurent, moi je travaille énormément sur la participation, et j'estime que la participation est la dernière fois où on a voulu que l'entreprise ait un rôle social dans la lignée des rôles sociaux de l'officier, rôles sociaux du savant, et que De Gaulle avait trouvé, non pas la pierre philosophale, mais il a été le dernier homme à poser l'équivalence entre démocratie sociale et démocratie politique. Ouais. Bon. Une fois la participation, qui a été quand même le grand combat du patronat français de l'après-guerre, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, ils ont plus résisté à De Gaulle qu'ils n'ont résisté aux Allemands. Ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Mené par Ambroise Roux à l'époque. On a refusé ce changement d'équilibre de pouvoir dans l'entreprise, puisque la participation est une question de pouvoir, qui avait pour but de produire plus et mieux. Faut pas l'oublier. Et pour remplacer ça, on s'est lancé dans ce qui à la base était quand même avant tout une blague, une hypocrisie, qui était l'entreprise éthique. C'est toutes les années, le milieu des années 70, c'est toutes les années 80, alors qu'ils n'ont jamais fait autant de pognon, justement en soldant la partie productive. À l'étranger, des grandes délocalisations datent de cette époque. Et ils ont tout recouvert ça avec de l'éthique. Et ce que vous êtes en train de me dire, si je vous suis bien, c'est que non content de nous avoir moralement dépouillés, aujourd'hui, ils croient aux mensonges qu'ils nous ont vendus pendant des années. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Je crois qu'il y a ça, effectivement, oui. Et puis vous savez, il y a un autre élément que je rajouterais. Hein, qu'est-ce que je croyais ? Pour moi, c'est dramatique. Mais alors, ça imprègne tellement les esprits, si vous voulez, de nos jeunes diplômés, qu'on assiste aujourd'hui à un phénomène qui commence à être bien identifié et que les écoles haut de gamme redoutent. C'est que de plus en plus de jeunes diplômés, des très grandes écoles de commerce, mais aussi d'ingénieurs, aujourd'hui, soit partent à l'étranger, ça c'est connu, hein, pour les ingénieurs, Silicon Valley, etc., mais refusent d'assumer, je dirais, la mission pour laquelle ils ont été formés. On a des diplômés d'HEC ou de l'ESSEC qui, une fois diplômés, réfléchissent un petit peu avec tout ce qu'on leur a mis dans le crâne, etc., et puis finalement qui nous disent on ne veut pas faire ça, on veut pas aller dans les entreprises, on veut pas, c'est pas bien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un CAP de pâtisserie, ou alors on va travailler dans la photo,
Ou alors on va créer un élevage de chèvres, vous savez, comme Oui, dans les années 60, dans les Arzac, etc. Donc en fait, il y a ce mouvement qui est très fort, si vous voulez, et moi je le ressens avec mes propres étudiants qui ont une espèce de détestation pour tout ce qui est entreprise, profit. Voilà. Et l'idée, si vous voulez, c'est alors, ils veulent travailler où? Ils veulent travailler dans des ONG, par exemple. Ils veulent travailler dans le secteur associatif, dans le tiers secteur, vous voyez. Voilà. Mais en oubliant une chose, une fois encore, c'est que l'économie et le bien-être matériel des personnes, ça passe avant tout par la création de richesses. Et ça, on n'y peut rien. Et on est dans une logique aujourd'hui capitaliste que je critique absolument pas, qui nous impose en réalité un certain nombre de règles, et ces règles, eh bien, on est en train, je dirais, de les mettre en cause un petit peu systématiquement, ce qui, à mon sens, est fort dommage. parce que, bon, ils veulent pas se battre dans la guerre économique qui est en cours. Clairement. Ok, d'accord, bon, ok. Sauf exception, enfin... Non mais voilà, Voilà. enfin, il y a un côté déserteur. Bon, Oui, très bien, oui. ok. Le, le, le problème, c'est que... Moi, je suis ancien de l'école de guerre éco, donc moi, c'est mon cœur de métier. L'économie tue. Le problème, c'est qu'elle tue de manière plus ignoble souvent qu'un conflit armé, parce qu'elle ne laisse rien à reconstruire quand un pays a été pillé. C'est-à-dire que les gens voient, c'est un vieux bouquin de Claude Carnot sur la grande braderie à l'Est, ce qu'a été le pillage de l'Europe de l'Est par les entreprises américaines et allemandes. C'est ce pillage qui a entraîné quand même la mort, d'après l'Organisation mondiale de la santé, d'1 million de Russes. Oui. C'est l'équivalent d'un conflit armé lourd. La guerre de Syrie, c'est 300 000 morts. Vous voyez ? Donc, un pillage économique peut tuer des milliers, des centaines de milliers, des millions de gens, à moyen, à long terme. Mais, bon, ils veulent pas se battre, très bien. Ils veulent aller dans des secteurs para-subventionnés, parce que le problème, c'est ça. Bon, on est d'accord. Bon, très bien. Malheureusement, si on met en équivalence les deux, qu'est-ce qui nous reste comme option? Le capitalisme d'État. Oui. Ce qu'aujourd'hui la Chine fait, ce que l'Amérique fait. Hein. Ou la protection qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. L'un fait partie de l'autre. En partie, oui, avec des nuances. Quand même. Avec des nuances, mais attention, quand je dis capitalisme d'État, je ne dis pas économie administrée. Je dis capitalisme d'État tel que l'Asie le pratique aujourd'hui, de manière beaucoup plus violente que nous, tel que l'Amérique recommence à vouloir le faire. Mais bon, le problème de l'Amérique, c'est qu'elle n'a jamais eu réellement d'État. Elle a eu une administration et une armée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il manque des choses à l'État américain pour être un véritable État. C'est ce sur quoi Donald Trump est en train de se cogner. Mais voilà, est-ce que finalement, le modèle européen qui devait être une alternative, qui était le fameux modèle rhénan, etc., une fois qu'il a été balancé et qu'on s'est lancé dans la mondialisation, où finalement on est sorti une main devant, une main derrière, est-ce qu'on n'a pas vu, est-ce que finalement on n'est pas à la traîne d'un grand retour d'un capitalisme d'État, d'un type de capitalisme asiatique qui n'est rien de plus que l'État développeur? Mais l'État développeur, c'est quoi? C'est la version radicalisée du plan, hein. Ouais. Avant tout. Est-ce que finalement, à force de dire que ce qu'on avait créé dans l'après-guerre était des vieilleries, est-ce que finalement on n'est pas retourné au pire du 19e siècle, où on a été vaincu? Non, moi je reçois votre analyse. Non, mais justement, je vous demande la vôtre par rapport à celle-là. Je dirais une chose, on faisait allusion au début de cet entretien à la France des années 60, la France des 70. C'était une forme de capitalisme d'État à l'époque déjà. Et avec planification, avec des grands projets soutenus par l'État, etc. Avec la protection. Avec la protection, par certains côtés, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on est dans un autre paradigme quand même. Bien sûr. Pourquoi? Parce que d'abord, on a un État
qui est complètement fauché, qui est en faillite, quasiment en faillite. Bien Bon. sûr. Pour dire les choses, pour les personnes qui nous font l'amitié de nous écouter, quand l'État gagne 2 €, il en dépense 3. On en est à peu près là. Hein, voilà. Bon. Donc, difficile d'avoir des marges de manœuvre. D'autre part, il y a un autre élément qui est moins connu, mais qui est pour moi très important. C'est que tous les grands projets qui ont, je dirais, été des réussites françaises, on dit que c'est lié effectivement au capitalisme d'État, à l'intervention de l'État, etc. Mais au départ de tous ces projets, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des créateurs. Voilà. Personne ne nie l'importance voilà. des capitaines d'industrie. C'est ça qui Exactement, m'a le plus exactement. manqué. Et oui, et quand on porte des projets par le haut, en disant voilà, on va faire ça parce que c'est bien, il faut qu'on fasse ça pour lutter contre les Chinois, on va faire ça, mais qu'il n'y a personne derrière pour porter le projet avec quelque chose de, je dirais, de consistant et des compétences, on va à l'échec. Mais On va à l'échec. c'est le principal problème que nous allons avoir quand le cadre se déchirera de toute façon. Parce que soit les Français en sortent, soit de toute façon, toute l'Europe de l'Ouest va plonger. Donc ça va aller vite. Hein. Mais par contre, la vraie question, ce sur quoi on va buter, c'est les capitaines d'industrie. Parce que là, on les a pas. Avant, on avait une espèce qui n'existait qu'en France, qui était des mecs qui étaient à la fois capitaines d'industrie ou fonctionnaires. Bon, bloque les nez. Bon, ces mecs-là, on a voulu casser le moule et le moule a été cassé. Donc maintenant, on n'en a plus. L'une des dernières boîtes qui est vraiment dans cet esprit-là, c'est les boîtes de l'armement. Oui, absolument. Voilà. C'est tout le reste, ça a été passé à la lessiveuse et des chefs en économie, plus encore qu'ailleurs, ça se décrète pas, ça se sécrète. C'est comme ça. Or, ça, par contre, ça va être ça. Je suis au contraire. Hein. Les analyses peuvent apparaître différentes. En réalité, je suis totalement d'accord avec vous. C'est là où on va achoper. Parce que, vous l'avez très bien dit, on ne sait plus les former. Parce qu'un Marcel Dassault, ça apparaît pas quand on claque des doigts. Ça va être un vrai. C'est le pire défi qui est devant nous, c'est certainement celui-là. C'est un des principaux défis et je dirais c'est peut-être pas seulement une question de formation. Hein. C'est une question que pour faire émerger, si vous voulez, des créateurs, des grands capitaines d'industrie, il faut qu'il y ait une ambiance. Voilà. Et l'ambiance, c'est quoi ? C'est l'idée de dire, voilà, nous, on les repère, ces personnes, on les aide éventuellement, et puis on arrive à faire évoluer leurs idées pour qu'elles deviennent, je dirais, des éléments moteurs de notre économie. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ben, on a des jeunes pousses, hein, on a des petits créateurs, mais la plupart des petites entreprises sont soit rachetées par des entreprises étrangères, soit elles ont des soucis financiers terribles parce qu'on n'arrive pas à mobiliser l'épargne des Français pour la diriger vers les entreprises. Donc, bon, Système bancaire non on a, voilà, et puis, je dirais que les banques ont une part de responsabilité aussi, à mon sens. Voilà. Et puis, tout cet ensemble fait que, finalement, eh bien, les créateurs possibles, les futurs Marcel Dassault, eh bien, on leur coupe les ailes. Bien sûr. Et le problème est là. Et puis pardonnez-moi, et c'est la toile de fond de votre livre. C'est que, vous le dites très bien, le profit suffit pas pour faire de grands capitaines d'industrie. Parce que le monde anglo-saxon, certes, ils aiment le pognon comme certainement personne n'a aimé le pognon de l'histoire des hommes. Mais pour avoir été en face, le capitaine d'industrie américain, il est américain. Et patriote. Il est américain et patriote, et il est patriote quand il ne l'est pas positivement, il sait que s'il trahit les intérêts de l'Amérique, une porte de saloon, ça a un double battant. Et il n'est pas assez stupide pour vouloir tester ce qu'il y a derrière. Donc, si vous voulez, soit il aime son pays sincèrement, soit il l'aime faute de mieux. Nous, on ne châtie pas les traîtres économiques, parce qu'à preuve du contraire, M. Cron va très bien. Donc, d'autres pays, et des pays occidentaux, je ne parle pas de grands méchants pays, je ne parle pas de la grande méchante Russie, je parle de pays occidentaux. Vendre une boîte stratégique américaine, ce n'est pas un projet. Parce qu'après, on a de gros ennuis. Donc,
Chez nous, il n'y a pas d'ennui. Bon, très bien. De là à ce que, rappelez-vous, un ancien ministre, Carnot Montebourg, a pu passer en commission d'enquête parlementaire et dire le prix de la trahison de la France, c'est 15 millions. Eh oui. C'est le phénomène que j'avais voulu dénoncer dans mon livre La France vendue à la découpe. La France vendue à la découpe, qui est comme ça que nous sommes connus, qui est un ouvrage absolument magistral. Mais ce que je dirais, c'est que, et c'est pour faire écho avec ce livre-là qui vient de sortir, c'est que ce qui est très important pour moi, c'est qu'on valorise tout ce que la France a pu faire de beau et tout ce qu'elle a apporté au monde. Or, aujourd'hui, on ne le valorise pas. Une des raisons pour lesquelles on coupe les ailes à nos créateurs, c'est qu'on est persuadé que nous n'avons rien aujourd'hui à apporter au monde. Nous sommes forcément dans l'échec. Bah oui, et puis les gens qui veulent gagner de l'argent, c'est des salauds par définition. Bon. Moi, je pense au contraire que malgré tout, il faut continuer d'aimer la France, si vous voulez. Il faut croire à son avenir. Il faut croire qu'elle a des atouts qui sont encore extrêmement importants aujourd'hui, malgré tout. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre, en évoquant des personnages un peu anciens, historiques, mais aussi des personnages contemporains, si vous voulez, qui apportent quelque chose. Voilà. Nous, vous savez, il y a quand même une chose, c'est que la vision qu'on a à l'étranger de la France, elle est très étonnante. Elle est très étonnante. Parce que... Ils nous aiment plus qu'on s'aime, pour beaucoup. Oui. Exactement, voilà. Et ils sont reconnaissants pour beaucoup de ce que la France a pu apporter au reste du monde. Or, nous, on est encore, comme on disait, dans l'autodénigrement, dans l'autodétestation. Ça va même plus loin que le dénigrement. Ah, c'est de la haine de soi. Oui, oui. Là, à ce niveau-là, c'est psychiatrique. Voilà, c'est beaucoup de haine de soi. Et si vous voulez, tout ça est alimenté aussi par des éléments factuels. Hein. Par exemple, les touristes chinois ou japonais qui viennent et qui se font dépouiller dans le métro à Paris, ça participe quand même. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Voilà. Vous savez, vous êtes juriste, le Code civil, 1804, le Code Napoléon. Vous savez, il est utilisé encore, avec à peine quelques variantes, dans de nombreux pays dans le monde. On a exporté notre Code civil dans nos anciennes colonies, mais pas seulement. Voilà, tout ce qui est droit de l'homme, on est encore reconnu comme le pays phare, voilà, le modèle, si vous voulez. Bon, et encore, malgré tout, on reste un exemple de démocratie. Vous voyez, voilà. Bon, donc voilà, moi je pense que ce qui est très important, c'est d'arrêter de dire du mal tout le temps de notre pays. Il y a quand même de très belles choses, même si nos dirigeants sont malheureusement ce qu'ils sont. Ça nous coûte extrêmement cher. Et ça nous coûte extrêmement cher. Quand Xi Jinping vient à Paris, qu'il dit à Emmanuel Macron qu'il fait scolariser ses enfants en français, l'autre le regarde et lui dit mais pourquoi donc? Enfin, on ne se rend pas compte de la place de la langue française en Asie. Enfin, si vous voulez, il y a du rapport qu'ils ont à nous. Et puis surtout, moi, pour avoir eu la chance d'y vivre, quand vous dites du mal de votre pays devant eux, c'est comme si, pour eux, vous crachiez sur vos parents. C'est un signe de mauvaise éducation, ce qui fait, et ça j'en ai été témoin à titre professionnel, à titre politique. Moi, j'ai vu des contacts diplomatiques de chefs de partis politiques français se couper net parce que, à la troisième fois où ils ont craché sur leur propre pays, un diplomate du pays d'en face a dit « ça va, ça va, si vous voulez, on vous laissait faire la première fois, on vous a dit que c'était mal éduqué la seconde, c'est maintenant, stop. » Mais ça confine à la maladie mentale. Enfin, personne ne fait ça. Oui, mais malheureusement, nos dirigeants ont pris... élevés et sélectionnés dedans. Ah oui, et puis ils finissent par adopter ces mauvaises habitudes. Hein. Par exemple, dire systématiquement et que du mal de la colonisation française, ça participe à cet état d'esprit. Évidemment. Voilà. Et s'auto-flageller en permanence, ça participe à cet état d'esprit. Il y a un exemple que je cite dans mon livre aussi qui me semble assez parlant. On étudie beaucoup l'esclavage. Dans nos manuels scolaires, voilà, on en parle en long, en long et en large. Mais on ne parle que... D'ailleurs,
que de cet esclavage-là. Il y a eu 3 traites, il n'y en a qu'une. Voilà, c'est que l'esclavage, commerce triangulaire français. Oui, bien On sûr. ne va pas parler des autres esclavages. Et on va surtout camoufler le fait qu'à plusieurs reprises, les rois de France, sous l'Ancien Régime, avaient condamné l'esclavage en France, si vous voulez. Bien sûr. Et ça, on l'oublie. Donc on va dire que c'est la Révolution, ok, très bien, mais sauf que c'est pas tout à fait vrai déjà. C'est pas totalement vrai, ça. Voilà. Voilà, voilà. Et la Révolution, ça s'est fait en 1790, on a confirmé l'esclavage, on l'a après aboli en 1794, mais bon, pour rétablir avec Napoléon. Mais bon, il y a toute une histoire de ça, et je pense que... Il y a tout un contexte. Il y a un Notre seul commerce extérieur, c'était avec nos positions ultramarines. Ouais. L'abolition du Code noir avait provoqué des émeutes. Absolument. Parce que les esclaves ne voulaient pas être traités comme sont traités les esclaves en pays protestants, parce que le Code noir interdit entre autres le marquage. Donc c'était un sujet très sensible, et si l'Angleterre avait été arrivée à couper notre route maritime, de toute façon la France était asphyxiée. Bonaparte, qui est un homme des Lumières, l'a pas fait de gaieté de cœur. Hein. Et aujourd'hui, on débougonne les statuts de Colbert. Voilà. Donc, là, c'est... Bon, on en est là aujourd'hui. Hein. Moi, j'attends à ce qu'on déboulonne les statuts de Napoléon bientôt. À ce que, voilà, on est en train, en fait, de renier tout ce qu'on a fait de beau. Vous savez, moi, je suis un grand fan de Tintin. Voilà, bon, j'ai cité tout à l'heure. Bon, quand on dit aujourd'hui que Hergé était raciste, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément, parce que cette notion de racisme, si vous voulez, elle est mise à toutes les sauces aujourd'hui pour jeter l'anathème sur des personnes, etc. Bon, Hergé, c'est un homme du début du siècle. et oui, il faut tenir compte du contexte, et le contexte qui n'est pas seulement français, qui est mondial. Quand on dit du mal aussi aujourd'hui du baron Pierre de Coubertin. Hein, on aime bien les Jeux Olympiques en France, mais j'entends la petite musique qui consiste à dire Pierre de Coubertin, bah, c'était un colonialiste, et puis fait fort, c'est ouais, dernière fois. voilà, et puis c'était quelqu'un de pas très fréquentable. Hein, il était contre les femmes, il était voilà. Donc voilà. Comme quoi, les Jeux Olympiques, lui, il était facho, donc nous, on va compenser avec les travelots. Ça a donné une super image. Ça a donné cette cérémonie absolument horrible, et là, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Voilà, pour dire que moi, ça m'a fait beaucoup de mal, quoi, cette cérémonie, je pense. Voilà. Vous vous rendez compte que près d'une centaine de pays l'ont Arrêté en cours de route. L'ont arrêté en cours de route, parce qu'à un moment, stop. Voilà. Ben, tout ça, voilà, c'est un état d'esprit. Ça, c'est la haine de soi, ça. Pur. Voilà. Exactement. C'est la promotion finalement de l'anti-France, telle que moi je la vois, telle que je l'aime, telle que voilà. Et si vous voulez, bon, voilà, ça procède d'un état d'esprit global, à mon avis, qu'il faut combattre. Voilà. Et on va le combattre en faisant des émissions, on va le combattre en essayant de bousculer la logique des manuels d'histoire. Voilà, vous savez, il y avait une polémique il y a quelques années, effectivement, sur le rôle positif de la France dans la colonisation. Ça avait fait, voilà. Mais dire qu'il y a eu un rôle positif, c'est pas dire que tout était bien, c'est d'essayer d'être objectif. Et aujourd'hui, ça a disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cassé cette objectivité qu'on voulait essayer d'apporter, si vous voulez. Moi, je pense qu'on est resté sur des schémas voilà, un petit peu anciens aussi, et puis dont on se sert pour dire du mal de la France, si vous voulez. Et quand je vois aussi, par exemple, pour prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, mais quand je vois le narratif que l'on construit autour de la Révolution française, on est souvent bien loin de la réalité, parce qu'on occulte un certain nombre d'événements pour en promouvoir d'autres, si vous voulez, en oubliant que c'était un tout, et que dans ce tout-là, il y a eu des choses absolument atroces, voilà, qu'on va essayer d'occulter. 10 ans, enfin, si vous voulez, moi je le vois dans les manuels de ma fille, parce que j'ai jamais enseigné aux petits. Hein, j'ai toujours enseigné collège, lycée, et puis supérieur. Donc j'ai jamais eu les petits. En 1789, États généraux, prise de la Bastille, exécution de Louis XVI, Napoléon. Comme dirait Cyrano, c'est un peu court jeune homme. Enfin, la Révolution dure 10 ans, et il y a des hommes admirables dans la Révolution, il y a des choses admirables dans la Révolution. Mais vous voyez, ça va nous permettre de conclure cet entretien, parce que le gros souci, et ça se voit par exemple avec nos ennemis économiques,
nos ennemis intérieurs, parce que malheureusement maintenant on en a, et nos ennemis géopolitiques, ils nous connaissent très bien. Ils savent très bien où appuyer pour nous faire mal. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple simple. Un des porte-parole du Parti des indigènes de la République, donc des gens qui veulent que la France explose, ils ont la délicatesse de ne pas le cacher, a dit récemment, mais de toute façon, les Français, ça n'existe pas. Vous êtes tous des Bretons, des Occitans, etc. Donc ils reprennent le discours neuneux de régionalistes neuneux, qui d'ailleurs pour la plupart ont totalement disparu. Oui, non pas moi. Mais vous voyez, ils nous connaissent parfaitement. Or, nous, il faut que nous ayons le patriotisme le plus épais pour être le plus intégrateur possible. Mais c'est l'avantage d'un bel ouvrage comme le vôtre, parce que c'est vraiment, voilà, c'est une lecture à la fois qui est pleine d'espoir mais qui est vraiment une lecture joyeuse. Donc moi, ça me change un peu de ce qui emplit ma boîte aux lettres à longueur de temps. Hein. Moi, je reçois 3 ouvrages par mois sur le déclin définitif de l'Occident. C'est gentil, mais ça commence à être légèrement anxiogène. Mais ça, c'est vraiment, c'est un ouvrage, voilà, j'ai enfin le mot, c'est un ouvrage solaire. Et je vous remercie beaucoup, Laurent, de l'avoir écrit. Je lui souhaite le plus grand succès. Parce que nous allons devoir rebâtir un patriotisme extrêmement épais. Pour une seule raison, c'est que, qu'on le veuille ou pas, la mondialisation, la mondialité restera. La mondialisation se terminera peut-être, mais malheureusement, l'économie restera conflictuelle. Ça, c'est un état de fait, puisque c'est des courses de ressources. Et malheureusement, bon, c'est triste. On aurait aimé que ce ne soit pas ça, mais c'est ça et c'est comme ça. Et pour se battre, il faut une bonne raison de se battre, et la France en vaut le coup. Et je pense que quand on finit votre ouvrage, c'est l'idée qu'il en reste, c'est que la France en vaut le coup. Merci Pierre-Yves Rougeron. Moi, je pense que notre France, elle a encore beaucoup de choses à dire pour l'avenir, mais beaucoup de choses à apporter au reste du monde. Merci beaucoup, Laurent. À très bientôt. À bientôt. Chers amis du Cercle Aristote, vous savez comment nous soutenir, tout est en description. N'oubliez pas la page Tipeee les dons, et surtout le grand salon du livre patriote le 28 juin. Je vous y attends avec beaucoup d'autres. 10 rue Croix des Petits Champs, 11h30, 19h. À très vite. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.